Aston Martin est-elle un top team ? C'est ce qu'on va voir tout de suite après le générique. Mais d'abord, c'est quoi au juste un top team ? Bah oui, avant de se demander si Aston Martin en est devenu un, on va peut-être préalablement se poser la question de savoir ce que c'est exactement un top team. Il y a selon moi 9 cases à cocher pour candidater à la dignité d'équipe de pointe. Et voilà le menu qu'on va développer ensuite. Usine, patron, directeur technique, pilote, châssis, moteur, mécano, budget et palmarès. Ce sont ces éléments qui, combinés les uns aux autres, forment une équation mathématique dont le résultat final doit être victoire. On les examine juste après ça. L'usine. Sans un lieu propice à la réflexion, à la conception et à la fabrication de qualité, il n'est pas de performance possible. L'endroit doit être d'une propreté clinique, agréable et inspirant, et les outils de conception à la pointe de la technologie. L'aérodynamique étant une part non négligeable, pour ne pas dire prépondérante, la soufflerie doit être au top niveau afin d'apporter des données fiables. Les meilleures souffleries, les plus dispendieuses, sont à l'échelle 1-1, ce qui offre une précision accrue, promet une meilleure corrélation avec les données de la piste, mais ça a un coût, nous le verrons par la suite. Le meilleur exemple d'usine de F1 est le Technological Center de Woking, propriété de McLaren. Une usine design dont le bassin n'est pas seulement décoratif, mais qui sert essentiellement à refroidir les machines enfouies dans la campagne anglaise, car l'usine est un iceberg enterré de plusieurs étages, car en Angleterre c'est pas comme en France, on ne construit pas n'importe quoi n'importe où, et l'usine doit respecter une hauteur maximale. Du coup, Ron Dennis a décidé d'enterrer l'usine. Le patron. Ron Dennis, justement, en est le meilleur exemple. Sachant s'offrir les services des meilleurs, il a fait d'une modeste écurie de fond de grille un empire, collectionnant les victoires en compétition et un constructeur automobile. Une main de fer gantée de velours ou une main de fer dans un gant de fer, c'est un savant mélange que le team manager doit savoir doser afin que règne l'ordre et la discipline. Un directeur d'écurie qu'on salue le matin à la machine à café en lui tapant dans le dos, non, ça fonctionne pas. Le patron doit en outre avoir une vision à long terme et non pas juste apercevoir le prochain Grand Prix. Le directeur technique, véritable chef d'orchestre, qui jadis dessinait peu ou prou toutes les pièces de la monoplace, il ne peut désormais plus être l'unique spécialiste de chaque domaine et cependant doit harmoniser le travail des archi-spécialistes dans un projet ayant une vision globale de l'ensemble. Il doit savoir sélectionner chez ses padawans quelles seront les idées qui feront la différence et quelles sont celles à oublier d'entrée. Le meilleur à ce jeu-là, en fait, il y en a deux. Avant Adrian Newey, qui aura remporté 23 titres avec Williams, McLaren et Red Bull, série en cours, et il y eut John Barnard, qui, non content d'introduire la première coque en carbone, aura introduit en 1989 chez Ferrari la première boîte séquentielle à changement de rapport semi-automatique avec palette au volant, en clair la première F1 à boîte automatique. Le pilote. Chaînon final et néanmoins principal, il donne aux ingénieurs son retour technique, consécutif à ses constatations en piste, afin d'affiner les réglages sur le court terme et de donner des directions de mise au point sur le long terme. Il doit pour cela être capable de rouler vite tout en mémorisant ses sensations virage par virage. À même de définir ses réglages optimum pour l'exercice particulier de la qualification sur un tour, il doit également pouvoir régler sa monoplace pour la durée de la course, c'est-à-dire une voiture confortable, autrement dit qui ne détruit pas les pneus. Le maître en cet exercice était Alain Prost, lequel pouvait gagner quelle que soit sa position de départ grâce à ses facultés hors normes de metteur au point et grâce à sa science de la course. Un autre orfèvre de la mise au point, moteur cette fois-ci, c'était Ayrton Senna. Capable de fournir aux ingénieurs le régime moteur et la pression du turbo dans chaque virage d'un tour qualif, avant l'avènement de la télémétrie, parce que la télémétrie en fait c'était lui. Le pilote doit en outre être capable de rouler vite longtemps, sans commettre d'erreurs, et donc sans gâcher tout le travail de l'équipe en amont de la course. Un top driver doit in fine pouvoir claquer un temps canon en qualif, et rouler à la limite en course le plus longtemps possible si le besoin s'en fait sentir. Peu savent le faire au niveau de Schumacher, Hamilton, Vettel ou Verstappen. De temps en temps, il y a un Charles Leclerc ou un Kimi Raikkonen, mais bon. Le châssis. J'entends par châssis toute la partie de la voiture qui n'est pas le moteur. Il doit être sain, son comportement doit être prévisible afin de mettre son pilote en confiance, sa fabrication est soignée
Il doit être novateur, user peu les pneus et faire passer la puissance au sol. Le moteur. Si on a cru un temps que la puissance brute était le nec plus ultra, on s'est aperçu avec le temps que si le moteur n'est pas exploitable à 100% par son pilote, les chevaux supplémentaires ne sont d'aucune utilité. Il doit être souple et fiable. Son intégration doit désormais être en adéquation avec le châssis, car il ne suffit plus de mettre un Ford Cosworth dans n'importe quelle voiture pour que ça fonctionne. Pour des raisons évidentes de coût d'exploitation, il est nécessaire pour une écurie de F1 de disposer de l'appui d'un constructeur motoriste lui fournissant les blocs propulseurs à titre gratuit. Il faut donc être team d'usine, car une équipe cliente doit payer le moteur et son exploitation, et ça grève son budget disponible pour le développement. Les mécanos. Élément essentiel de l'équipe d'exploitation sur les Grands Prix, les mécanos doivent être en forme, physiquement, car les pit stops sont très physiques. Les roues sont lourdes, il faut être rapide et ne pas commettre d'erreurs, car si on gagne rarement une course sur un pit stop, on peut l'y perdre. Changer une roue en moins de 2 secondes est un bel exercice, surtout quand on a passé une nuit blanche à réparer une voiture en panne ou accidentée lors de la séance précédente. C'est pas pour rien qu'en arrivant chez Ferrari en 96, Michael Schumacher a amené avec lui son équipe de mécanos de chez Benetton. Le budget, il doit être conséquent afin de financer la maintenance de l'usine et son bon fonctionnement, régler la masse salariale, assurer un développement suffisant quant aux objectifs. Le fameux plafond budgétaire n'englobant pas certains postes comme les salaires des pilotes ou les 3 plus gros salaires, team manager, dirtech, chef moteur par exemple, il appartient à un top team de disposer d'un budget correspondant à ses ambitions. Le classement constructeur du championnat du monde déterminant les dividendes perçus par les droits de télévision, les équipes les plus performantes lors de l'exercice précédent seront conséquemment celles disposant du plus gros budget pour la saison à venir. La notion de budget d'équipe doit également être pensée sur le long terme. Si certaines équipes de fond de grille luttent pour leur survie étant la F1 est devenue dispendieuse, les top teams ont largement le budget nécessaire à l'exercice de leur profession. C'est également cela qui fait précisément d'eux des top teams. Ainsi, les écuries de pointe sont à même de construire une nouvelle soufflerie, une nouvelle usine, entretenir une piste d'essai, développer les infrastructures, améliorer les locaux, proposer une rémunération attractive pour attirer et retenir les meilleurs éléments. Le palmarès. Construit au fil des ans, c'est évidemment plus facile pour Ferrari, pour une équipe plus récente, telle Red Bull, que de proposer un palmarès riche de titres et de victoires. Et cependant, le palmarès d'une écurie est soumis à une datation carbone 14. En effet, une pondération calendaire doit coefficienter le palmarès d'une équipe de F1. À quand remonte le dernier titre? La dernière victoire? La dernière pole position? À quand remonte le dernier contrat signé avec un champion du monde? Ainsi, si le McLaren Technical Center de Woking est une pure merveille, force est de constater que la splendeur passée semble bien loin. Tout comme à Grove, où elle semble immémoriale l'époque où Prost, Senna et Mansell se battaient pour obtenir le volant d'une Williams. S'il est rare de contempler les 2 meilleurs pilotes conduire la meilleure voiture équipée du meilleur moteur au sein de la meilleure écurie, on peut constater qu'il y a rarement plus de 3 ou 4 top teams en F1 en même temps. Certains, comme Brabham, Tyrrell, Lotus, ont disparu malgré leur splendeur passée. D'autres, comme McLaren, semblent peiner à recouvrer leur lustre d'antan. D'autres encore, comme Williams, paraissent survivre péniblement dans l'ombre d'elles-mêmes avant leur inéluctable disparition. Certaines, comme AlphaTauri ou Haas, n'ont aucunement cette vocation. Et il n'est pas suffisant de s'autoproclamer roi pour être un prince. Alors, Aston Martin, top team ou pas top team? Être ou ne pas être? Telle est la question. Y a-t-il plus de noblesse d'âme à endurer les fouets et les flèches d'une outrageante fortune ou à s'armer contre un océan de tourments? Être un top team ou ne pas l'être? Le devenir, la noblesse d'âme, on est en F1 ou à oublier. Les flèches, c'est Mercedes. Les fouets d'une outrageante fortune, c'est Red Bull. Et l'océan de tourments, c'est Ferrari. Ainsi donc, Aston Martin. Fraîchement déballée cet hiver, la toute nouvelle usine de Silverstone abrite désormais le staff technique d'Aston dirigé par Dan Fellows, ancien chef aéro de Red Bull. Quand je vous parlais du budget destiné à rémunérer grassement les gens de talent, ancien bras droit de Ron Dennis chez McLaren, Martin Whitmarsh arbore également désormais une jolie chemise verte. Et lui sait ce qu'il fait. Un autre qui sait ce qu'il fait, c'est Fernando Alonso, double champion du monde. L'Espagnol est toujours considéré comme un des tout meilleurs pilotes du plateau, malgré ses 41 printemps. La case pilote peut donc être cochée si on considère que Lance Stroll, fiston à papa, est un jeune homme qui relève les défis, puisqu'après s'être fadé Seb Vettel pendant 2 ans, il se coltine désormais Papy Alonso, sans être en rien ridicule, nonobstant quelques petites maladresses de temps en temps.
La soufflerie ne semble pas encore parfaitement calibrée, ce qui fait que la MR23 est essoufflée chez Mercedes. Fille bâtarde de la Ferrari et de la Red Bull de l'an dernier, la monoplace verte synthétise ce qui se fait de mieux ailleurs, reste à comprendre et à la développer. Et in fine à en pondre une entièrement maison pour 2024, car on exploite toujours mieux ce qu'on comprend, c'est la philosophie d'Adrian Newey. Le moteur Mercedes ne semble pas être si mauvais qu'il y paraît sur la W14 de Brackley, et il semble que l'équipe de mécanos soit plus que compétente. Le budget. Fait-il défaut comme chez certains concurrents ? Assurément pas, à en croire l'allure de la nouvelle usine et le recrutement en force effectué chez la concurrence. Lorenz Stroll, en homme d'affaires avisé, n'est pas là pour beurrer les tartines, et il est certain qu'il mettra les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses ambitions. Bon, pour terminer, on omet d'aborder le chapitre palmarès ou on se fâche ? On se fâche. 49 Grands Prix, podium 4, victoire 0, pole position 0, meilleur tour en course 0, titres mondiaux 0. Renseignement pris, il semblerait que l'équipe Aston Martin coche désormais toutes les cases pour prétendre accéder au rang de top team, hormis celle du palmarès que seul le temps permettra de cocher. On attend quand même une première victoire à défaut d'un titre pour la cocher, un résultat qui pourrait ne pas tarder tant l'équipe est dans une excellente dynamique et que Papi Alonso semble rajeunir de jour en jour. Un rajeunissement susceptible de s'accélérer de façon exponentielle avec les succès arrivants. Perso, je validerai la candidature top team à la première victoire. Et vous en pensez quoi ? Aston Martin, top team ou pas ? Nous, on se retrouve bientôt pour une vidéo consacrée à je sais pas quoi encore. En attendant, je vous laisse avec une citation de Lorenz Stroll. Voici l'hiver de notre mécontentement, changé en un glorieux été par ce soleil d'Oxford.